Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo que j'avais vraiment hâte de faire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est alors finalement une vidéo que je vais compiler puisque à la base je voulais en faire deux, mais finalement ça va faire beaucoup plus de travail, alors autant tout grouper. On va faire une vidéo d'abord pronostic des NXT TakeOver Toronto et ensuite de SummerSlam. Alors on va essayer de faire assez vite pour TakeOver. Il n'y a pas beaucoup de matchs, il n'y a pas non plus pléthore de choses à dire. Voilà, si ça vous intéresse pas trop, vous pouvez avancer la petite barre de quelques minutes. Mais j'espère que ça vous intéressera quand même, hein, que je fasse pas le travail pour rien, parce que c'est quand même intéressant. Et puis voilà, ça concerne quand même des lutteurs et des lutteuses qui seront bientôt dans le main roster. Donc autant s'y intéresser tout de suite, puisque il y en a peut-être que ça n'intéresse pas encore. Mais je vous conseille vivement de vous intéresser à NXT, il est grand temps. On va passer tout de suite donc à la carte qui nous est proposée avec un Yoshirai contre Candice LeRae, superbe feud avec un heel turn franchement que j'avais pas spécialement vu venir de la part de Yoshirai mais qui était vraiment réussi parce que Candice LeRae c'était sa grande amie depuis de longues dates. Elle l'a souvent aidé, hein, on l'a vu dans les takeovers précédents. Candice LeRae a toujours aidé, hein, notamment face à Shayna Baszler, Marina Shafir et Jessamine Duke, elle l'a toujours aidé. Et puis il y a eu ce fameux Steel Cage match entre Baszler et Yoshirai. Yoshirai perd à nouveau. Candice LeRae intervient encore pour aider, parce qu'il y avait encore Duke et Shafir qui étaient là. Et puis elle pète un câble. Elle pète un câble, Yoshirai, comme elle avait déjà fait dans le takeover précédent. Elle repète un câble, mais cette fois-ci elle s'en prend carrément à sa copine, Candice LeRae. Et elle en a marre. Elle veut se faire un nom d'elle-même. Elle veut avancer d'elle-même, probablement aller chercher le titre. Hein, maintenant en met en heel hein, cette fois-ci. Et voilà. Alors elle parle pas anglais. C'est pour ça que du coup elle a fait une promo très courte. Et voilà. Donc elle dit que elle s'en fout des gens. J'ai pas besoin de vous. I don't need you. Voilà, c'est tout. C'était très suffisant comme ça. Et voilà, et du coup, on a une nouvelle musique, un nouveau thème musical et une nouvelle tenue pour Yoshirai que je trouve vraiment très bien, très badass, qui rappelle un peu ce qu'elle avait à l'époque quand elle était avec la Black Lotus, hein, la Lotus Tribe à la Lucha Underground pour ceux qui suivaient, c'était vraiment très bien et j'aime beaucoup ce côté dark de Yoshirai et alors ce qui concerne le pronostic, il faut absolument qu'elle s'impose. Voilà, c'est un heel turn, un nouveau personnage, il faut qu'elle s'impose à tout prix. C'est vrai que Candice LeRae elle a pas eu grand chose pour le moment, on attend toujours son push, mais je pense qu'il va arriver. Il va arriver, elle va avoir son run, elle va avoir, à mon avis, sa chance pour le titre aussi, puisque c'est quand même finalement la seule grosse babyface qu'on ait actuellement, en dehors de Mia Yim. Donc il faut construire quelque chose autour de Candice LeRae. Ça va se faire, faut être patient. Mais maintenant, là, le momentum, il est pour Yoshirai. Il faut qu'elle s'impose. Et voilà, tout simplement, hein, le match sera bon. Hein, et c'est bien, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de match féminin comme ça dans un takeover et ça va être certainement un bon match. Match suivant, triple threat match comptant pour le titre nord-américain entre Pete Dunne, le champion Velvet Dream et Roderick Strong. Superbe, encore une affiche qui donne envie. Hein. C'est vraiment, on en salive d'avance, même si le build-up il était un peu light. Parce que à la base c'était entre Velvet Dream et Roderick Strong. Pete Dunne s'est invité à la fête, un peu from out of nowhere. Certes, il y a une vieille histoire hein, entre Strong et Dunn, hein, puisqu'ils étaient en équipe à un moment donné. Ils avaient fait le Dusty Road Tag Team Classic, et puis on s'en souvient, le fameux heel turn de Strong, qui avait rejoint l'Undisputed Era et qui avait donc turné heel sur Pete Dunne. Donc il y a quand même une petite histoire. Mais je pense que cette histoire, on la reverra plus tard, puisque pour moi, je pense que c'est l'occasion. Et puis, quand on voit la configuration de la carte, hein, la carte de ce show, l'Undisputed Era est bien parti, je pense, pour tout rafler. Et là, je verrai bien ça. Et donc, je vais donner la victoire de Roderick Strong, qui va prendre le titre. Peut-être plutôt en faisant le pin sur Velvet Dream, ce qui va permettre de protéger Pete Dunne et de partir vers une nouvelle feud entre les deux, entre Strong et Dunne, pour le titre. Justement nous écrire une histoire qui est quand même déjà bien écrite, justement avec ce heel turn d'il y a quelques mois. Et ça pourrait être intéressant. Et puis pourquoi pas un call-up, un monté vers le main roster pour le Velvet Dream, qui voilà quand même a fait déjà pas mal
Il a bien ouh là là, il a roulé sa bosse, voilà, je vais y arriver. Il a roulé sa bosse et je pense que c'est le moment pour le grand saut, hein. Voilà. Il a affronté quand même beaucoup de mecs expérimentés, bien plus que lui, et je pense qu'il est prêt, quoi. Il est prêt, il y a un personnage, il y a tout, quoi. Il y a tout. Maintenant, le call-up, vraiment, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et voilà, et Roderick Strong qui partirait donc pour un titre, et donc peut-être encore davantage de bonnes choses pour à venir pour l'Undisputed Era. En tout cas, ça va être peut-être le match de la soirée, ou l'un des deux matchs de la soirée, ça va être vraiment un super match. Je vois rien d'autre, hein, ça va être vraiment très bien. Attention, triple threat match, pas de DQ, peut-être une intervention peut-être de l'Undisputed Era, mais à mon avis, il n'y a pas besoin. Roderick Strong peut s'imposer de lui-même. Il le faut. Je pense qu'il a besoin de s'imposer de lui-même. Match suivant, match tag team pour les titres, hein, bien sûr, entre les Street Profits et l'Undisputed Era, justement, donc, de Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Pas beaucoup de build-up hein, entre les deux. Voilà, ils ont été champions dans le takeover précédent, les Street Profits. On les a finalement davantage vus dans le main roster par la suite, hein, mais pas en tant que call-up. Hein. Pour l'instant, ce sont des petites apparitions qui peuvent servir aussi un petit peu à tâter le terrain, voir un peu la réaction du public envers eux. Et ça a l'air pas mal. Alors c'est un peu, malheureusement, c'est un peu malaisant leur segment. J'espère que ça va un peu se calmer à ce niveau-là. Mais c'est de l'or. Je l'ai toujours pensé. Hein. Je l'ai toujours pensé. C'est pas forcément les meilleurs catcheurs qu'on ait dans le main roster et à NXT confondu. Ce sont peut-être pas forcément les meilleurs lutteurs, notamment Dawkins. Mais il y a quand même du charisme et il y a une connexion avec le public et ça c'est très important. Si on veut fonctionner, c'est très important et elle est évidente cette connexion. Je pense qu'on tient là vraiment une équipe qui peut aller très loin et qui pourrait être une sorte de nouveau New Day ou nouveau Usos. Il y a un petit côté crime time aussi qui a souvent été évoqué par certains. Il y a un peu un mélange de tout ça, mais c'est encore dans un registre un peu différent, je trouve. Euh, voilà, Montez Ford, c'est la pépite hein, de cette équipe. C'est un peu le Shawn Michaels, c'est un peu le Shawn Michaels, et puis de Dawkins, c'est un peu le Marty Jannetty. Mais c'est vraiment une équipe qui fonctionne bien, et j'ai hâte de les voir dans le main roster. Et ça peut être justement après ce match, c'est peut-être leur match d'adieu dans un match de prestige, terminé là-dessus, face à l'Undisputed Era. Ce serait tout sauf honteux, et le match sera sûrement très bon. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Il va y avoir du gros spot, à mon avis. Là, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de stipu. C'est du 2 contre 2, match classique de tag team. Donc c'est bien aussi pour les Street Profits d'avoir ce genre de match, hein, qui n'ont pas encore eu vraiment dans le main roster. Dans un takeover de NXT, dans un pay-per-view. Donc c'est bien qu'ils puissent se faire les dents aussi là-dessus. Peut-être donc avant le grand saut. J'attends aussi ce match avec quand même impatience et curiosité. Et ça va être sûrement très bon. Mais je vais donner la victoire, hein, quand même, puisque j'ai pas donné mon pronostic. Victoire de l'Undisputed Era, dans ma logique d'une Undisputed Era qui va tout rafler. Qui va tout rafler. Et donc, encore de nouveaux champions. Et puis, le retour de Fandango aussi. Donc Tyler Breeze, Fandango, Breezango, qui vont revenir un peu repackagés, hein, c'est ce qui nous tease. Donc ça peut être déjà des futurs challengers, hein, puisqu'il nous faut une tag team Babyface pour feuder avec l'Undisputed Era, si c'est le plan qui est prévu, hein, en tout cas. Voilà, je vais donner la victoire à l'Undisputed Era. Pas d'intervention extérieure aussi, ça va se faire dans les règles de l'art. En tout cas, à 2 contre 2. Match suivant, match entre Shayna Baszler et Mia Yim pour le titre féminin. Pas mal le build-up aussi. On a vu Mia Yim qui s'était beaucoup fait agresser aussi par Duke et Shafir, hein, comme d'habitude. Mais elle a montré du caractère et elle a carrément agressé Duke et Shafir hors des rings, hein, backstage, enfin même pas backstage. Il y en a une, c'était dans son vestiaire, elle l'a frappé, elle l'a fracassé. C'était Duke qui l'a fracassé contre son casier. Et puis Shafir, carrément, qu'elle est allée chercher dans son parking, alors qu'elle était en train de se garer. Boum, des coups de porte, des coups de porte, des coups de porte. Et voilà, elle a montré du caractère. Et là, elle est en train de dire, là cette fois-ci, elles seront pas là tes copines. Hein. Donc là, je vais montrer maintenant que en fait que Baszler, sans ses copines, elle vaut pas grand chose en fait. Et voilà, ça va être un peu une feud un peu comme ça.
pas de stipulation, hein, donc ça va être vraiment du mano à mano. Maintenant, ça veut pas forcément dire que Duke et Shafir ne vont pas intervenir et qu'elles ne vont pas revenir. Hein, c'est vrai que là on les voit plus à l'écran, c'est normal, hein, puisque du coup elles sont vendues comme absentes ou blessées, mais on sait pas pour combien de temps, donc on sait pas, donc elles peuvent tout à fait revenir dans le game et durant le match. Ça peut être un petit overbooking comme ça pour finir le match. Le pronostic, le truc c'est que alors effectivement plus le temps passe et plus on va se dire que Baszler va perdre et puis que va partir dans le main roster, c'est ce qu'on se dit à chaque fois et puis ça n'arrive jamais. Là j'ai quand même envie de donner quand même la conservation du titre par Baszler. Je pense pas que le call-up ce sera pour tout de suite, ça sera peut-être plutôt pour le prochain, pour la fin d'année, pour l'époque, la période War Games, parce que là Mia Yim pour moi ça ressemble plus à une challengeuse de transition. Elle a pas la gueule d'une championne. Pour moi, c'est pas. Elle est bien, hein, elle se débrouille dans le ring et tout, mais c'est pas la gueule de la babyface bien construite pour détrôner Baszler, qui est quand même championne depuis un bon moment, qui est quand même dominante. Et pour détrôner comme quelqu'un de dominante comme ça, je crois pas que Yim ait le profil. Je verrais plus Baszler, je verrais plus, pardon, Candice LeRae pour avoir ce profil, mais il va falloir la reconstruire aussi, Candice LeRae. Alors, à moins qu'elle batte Yoshirai, mais pour moi, ce serait une erreur. Mais il faudra reconstruire Candice LeRae et peut-être la préparer pour, justement, War Games, pour affronter Shayna Baszler, peut-être justement dans le dernier match de Baszler dans à NXT, et une Candice LeRae qui prendrait le titre. Voilà, je verrais plus ça, parce que je vois pas de Mia Yim championne. Elle va sûrement donner du fil à retordre à Baszler, mais ça ne suffira pas à mon avis. Je serais assez surpris s'il y avait un changement de ceinture dans ce match. Mais le match sera peut-être pas mal. Maintenant Baszler, c'est un peu redondant, hein, c'est toujours les attaques aux bras, aux mains. Voilà, on handicape son adversaire, on la tabasse, deux trois prises de MMA. Ça tourne un peu en rond, bah, c'est pas ma tasse de thé, Baszler, il faut le dire. Et j'espère que Mia Yim apportera quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé. J'ai donné la conservation du titre par Shayna Baszler. Et enfin on termine avec le gros main event, Gargano Cole numéro 3. Mais c'est un rubber match, c'est-à-dire que c'est le match décisif, il n'y en aura pas d'autre, c'est la belle en quelque sorte, hein, le troisième match, puisque chacun avait gagné le sien dans le passé. Donc cette fois-ci c'est la belle, et c'est un nouveau 2 out of 3 falls match, mais un peu différent. On n'en parle pas, mais en fait ça ressemble ça ressemble énormément à un Free Stage of Hell, comme dirait Vince McMahon, où chacun a pu donner sa stipulation. Gargano, lui, il a demandé un street fight. Adam Cole, lui, il a été un peu plus intelligent, puisque c'est Johnny Wrestling, donc bah il dit bah c'est Johnny Wrestling, ah bah alors on va faire un match de catch à la loyale, classique, un classique wrestling match. Voilà, tout simplement, il s'est pas fait chier. Et un troisième match éventuel, s'il y a un troisième match, ce serait une décision de William Regal. C'est lui qui déciderait de la stipulation. Alors quand on nous dit ça, on est obligé de se dire qu'il va y avoir ce troisième match. Ce troisième tombé. Ce troisième match, oui. C'est obligé. Sinon ça sert à quoi de nous parler de ça? Donc déjà, ça c'est la petite erreur. C'est un peu une grosse faute de goût. Bon, j'aurais pas fait ça comme ça. C'est pas grave. Mais voilà, maintenant tu t'attends déjà au troisième match. Donc déjà, un partout, ça paraît évident. Maintenant, ça sera pas forcément la stipulation de Gargano qui lui permettra de gagner, et c'est pas forcément la stipulation de Cole qui lui permettra de gagner. Je serais même tenté de dire que ça va être l'inverse, c'est-à-dire que c'est Cole, je verrais peut-être plus Cole qui gagnerait le street fight, et Gargano qui gagnerait le match de catch simple. Et c'est là qu'il peut y avoir beaucoup de stipulations possibles pour le troisième match, c'est le grand mystère. Steel cage match, ça me paraît très bizarre parce que forcément la cage elle serait déjà là-haut, on la verrait, donc ça va tout spoiler, donc à mon avis il n'y aura pas de steel cage match. Par contre, j'avais lu quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Bah, on annonce le retour de Tommaso Ciampa qui est cleared. Là il est cleared, là juste mi-août, enfin à peu près mi-août, donc juste au moment de takeover, il est pile de retour. Donc c'est quand même, le timing est idéal pour un retour de Ciampa. Donc pourquoi pas, là la grosse surprise,
ce serait que rigole, parce qu'on l'a vu avec un petit sourire en coin là dans le NXT d'hier soir, il avait un petit sourire en coin, je me demande s'il nous cache pas un petit quelque chose, une petite surprise, c'est-à-dire que Ciampa se pointe, et là on transforme ce match en un triple threat match. Voilà, et un triple threat match, et là on a donc le troisième match, et là, bah non, pas de victoire de Ciampa, mais ça serait quand même la grosse surprise, mais pourquoi pas, mais je reste sur mon cheminement de base, c'est l'Undisputed Era couverte d'or, et donc victoire d'Adam Cole, malgré tout, euh, donc peut-être dans un triple threat match, mais ce serait peut-être plutôt, à ce moment-là, si c'est ça qui arrive, ce serait plutôt Gargano qui devrait prendre le pin ou la soumission, ce serait mieux, parce que je pense que s'ils font ça, l'idée, ça serait ensuite d'avoir une feud entre Ciampa et Cole, peut-être pour le War Games du coup. Ciampa Cole, avec un Ciampa face, hein, pour le coup. Et Gargano aussi peut-être partant dans le main roster. C'est toujours ce qu'on se dit depuis longtemps. Mais s'il perd là, voilà, il aura tout gagné, il aura tout fait. Hein. Il aura tout fait. C'est le seul à avoir gagné tous les titres d'NXT. Donc voilà, il va pas rester auprès de Ciampa toute sa vie, quoi. Voilà. Donc ce sera peut-être aussi les grands débuts de Gargano dans le main roster, voire à 205. Ce serait quand même du gâchis, mais sait-on jamais. Voilà, je vois un peu les choses comme ça. Mais en tout cas, Ciampa va rentrer dans le game. Obligatoirement. Obligatoirement, il n'y a pas pléthore de choix possible non plus. Matt Riddle sera pas loin non plus. Là, il est un peu occupé avec Killian Dane. Donc ça faudra voir un peu plus tard. Mais je pense que c'est plutôt Ciampa contre Cole qui sera la prochaine feud. Voilà, on a fait un bon gros quart d'heure sur Takeover. Ça va être un super show à nouveau. C'est pas la meilleure carte, j'avoue. C'est pas la carte que je préfère des Takeover. Mais ça va être, comme d'habitude, très très solide. Et je vous invite tous à le voir. Minuit, ce sera le kick-off samedi. Hein, dans la nuit de samedi à dimanche, le kick-off. Et à 1h, le show. Toujours à peu près pour 2h30, 2h45. C'est la durée habituelle. Et regardez tes covers. Regardez tes covers. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, on va passer au gros morceau. SummerSlam. SummerSlam. The biggest event of the summer. Pour l'instant, 10 matchs annoncés. Mais je peux vous le dire tout de suite, il va y en avoir d'autres. Hein, ils aiment bien faire ça, la WWE. Surtout quand c'est un show du Big. Il y a de quoi faire. Donc, d'abord, kick-off à 23h. 2 heures de kick-off. Donc, en général, quand il y a 2 heures de kick-off, il y a 3 matchs. Pour l'instant, on ne sait pas lesquels. Il va y avoir le match Cruiserweight, à n'en pas douter. Et il y aura 2 autres matchs. Je peux vous le dire, déjà. Et j'ai ajouté des matchs, justement, je vais vous les montrer. Pour moi, je suis arrivé jusqu'à 15 matchs. Donc j'ai ajouté 5 matchs. Donc 12 dans la carte principale, 3 dans le kick-off. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Hein, parce que c'est quand même des shows qui sont très longs, hein, en général. Donc on va commencer tout de suite par le kick-off avec, pour l'instant, un des matchs qui a été annoncé. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va être le kick-off, mais il y a de grandes chances. C'est bien sûr le match Cruiserweight entre Drew Gulak et Oney Lorcan. Adversaire très prévisible, je vous l'avais dit, hein, Extreme Rules déjà. Je vous avais dit que le prochain, ce serait certainement Drew Gulak, enfin, ce serait forcément Oney Lorcan, voire Humberto Carrillo. Mais Carrillo, voilà, on sent qu'il y a aussi des projets pour lui. Hein, il va arriver bientôt. Ça sera, je pense, le coup d'après. Et d'ailleurs, le coup d'après, bah voilà, il contre face. Donc déjà, mon pronostic, il est fait. C'est Drew Gulak qui va conserver son titre. Un champion encore trop frais, qui est en pleine construction encore. De personnages menaçants et tout ça, bon dans ses prises, voilà, quelqu'un qui aime bien faire soumettre ses adversaires, qui est très agressif, et il faut continuer à le faire monter. Drew Gulak, un run solide, il faut un run solide. Maintenant, Oney Lorcan, c'est pas rien, hein. C'est pas rien, Oney Lorcan, c'est tout un lutteur, agressif aussi, donc là ça peut aller très loin, ça peut être un peu violent ce match. Malheureusement, bon, kick-off de 2 heures, mais avec beaucoup de parlotte. C'est un pré-show, beaucoup de parlotte, beaucoup de segments. Et puis, 3 matchs a priori. Donc, le match, il va pas être non plus méga long. 10-12 minutes, hein, à tout casser, je dirais. Hein, le petit tarif Cruiserweight habituel. Mais j'espère que ces quelques minutes qui leur seront consacrées seront de qualité. Je ne m'en fais pas pour ça. Je ne m'en fais pas pour ça. Et le public, voilà, c'est Toronto, c'est le Canada. Ils sont chauds, ils aiment le catch. Et je pense qu'ils vont être servis avec ces deux-là.
donc on faut pas s'inquiéter. Et victoire donc de Drew Gulak qui va normalement conserver son titre et donc avec Carrillo, je pense, comme adversaire par la suite. Match suivant donc là que j'ai créé, hein, que j'ajoute, c'est Drew McIntyre contre Cedric Alexander, qui était un peu dans les rumeurs ces derniers temps. D'autant plus qu'à Raw, ils se sont affrontés, mais ça n'a pas duré très longtemps, hein, puisque Drew McIntyre est venu agresser Alexander juste avant leur match, alors que Kurt Angle était l'arbitre spécial du match. Donc le match n'a pas eu lieu, et puis d'ailleurs il y a eu juste après une intervention, une agression de Bray Wyatt sur Kurt Angle, pardon. Donc c'est un match qui a l'air protégé, et qui dit match protégé dit bah du coup peut-être qu'il va avoir lieu à SummerSlam, quoi. Ça me paraît très logique. Il y a une construction intéressante pour Alexander, un espèce de push là, assez soudain, où on l'a vu aussi déguisé un peu en employé là, en, en nettoyeur en homme de ménage, et qui s'est révélé là dans un main event de Raw, quoi, pour accompagner Roman Reigns. C'était assez étonnant. Mais il y a un petit push quand même pour lui, il y a quelque chose. Maintenant, il faut installer Drew McIntyre là. Faut arrêter les défaites parce qu'il en a essuyé quelques-unes, mais faut arrêter là. Il va falloir vraiment le remonter là. Il faut le remonter à bloc, et il faut commencer à lui redonner un peu de victoire là. Il en a besoin. Victoire de Drew McIntyre. Voilà. Puis c'est pas non plus Alexander, je l'aime bien et tout, hein, mais voilà, c'est pas non plus la menace du siècle. C'est quand même un petit gabarit pour Drew McIntyre. Normalement, il est largement en mesure de s'imposer. Voilà pour ce match. Autre match donc que j'ai ajouté aussi pour le kick-off. Donc le troisième match, ce serait entre les nouvelles championnes Nikki Cross et Alexa Bliss, les nouvelles championnes par équipe, et les Kabuki Warriors de Kairi Sane bien sûr et Asuka, puisque on a vu un Fatal 4-Way Elimination Match à Raw avec les Iconics, avec ces deux équipes. Donc, et Rose et Devil, et victoire de Bliss et Cross, qui était d'ailleurs mon pronostic avant ce match. J'étais sûr qu'elles allaient gagner, parce que c'est elles qu'on voit de beaucoup à l'écran en ce moment. Ça me paraissait logique. Et puis Iconics, un règne absolument désastreux et transparent au possible. C'était bien pour le feel good moment, à dire à WrestleMania, petite récompense, mais là c'était trop, quoi. C'était trop. 4 mois de règne absolument transparent, à perdre en plus à chaque fois, donc ça valait rien. Voilà, au moins, bon, Bliss et Cross, je suis pas fan de leur alliance, mais au moins on les voit à l'écran, ils ont construit quelque chose, c'est déjà ça de fait. Voilà, je suis pas fan, mais au moins ils ont construit quelque chose, donc au moins il y a du sens, et je pense qu'on les verra davantage que les Iconics. Kabuki Warriors, pourquoi? Parce que c'était contre elles la finale du match à Raw, il ne restait plus que ces deux équipes. Ça s'est fini, voilà, avec des petites mésententes, voilà, les heels qui en ont bien profité, et Twisted Bliss, voilà, porté sur Kairi Sane. Voilà, donc je me dis que ça va être encore entre ces deux équipes, voilà, que ça va être les futurs challengers, les Kabuki Warriors, avec Paige qui sera bien sûr aux abords du ring, mais conservation, voilà, pour le pronostic, conservation du titre, hein, bien sûr, parce qu'elles viennent de prendre les titres, et ça sera, voilà, il y a une construction, il y a quelque chose, il y a une histoire, voilà. Après peut-être qu'il y aura un split entre Cross et Bliss, mais au moins on nous fait quelque chose, on nous raconte une histoire, et je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit championne et qu'elle continue de l'être pour un temps, en tout cas. Voilà pour ce match. On va passer enfin à la carte principale, avec encore un match que j'ai ajouté entre The OC, donc le nouveau club, hein, les nouveaux Good Brothers, hein, Carl Anderson et Luke Gallows, donc The OC, The Official Club, The Only Club, The Official Club, The Original Club, The Only Club That Matters, voilà, donc qui accompagne bien sûr toujours AJ Styles. Ce sont les nouveaux champions par équipe d'Euro. Ils ont fait un super match contre Revival et les Usos, ils ont gagné les titres. Ils sont en plein dans leur push, c'est normal, ça crédibilise leur push, c'est bien d'avoir ces ceintures. Et face au New Day, donc bien sûr Biggie et Woods, qui sont de leur côté champions de SmackDown. Donc on aurait un champion versus champion. Pourquoi? Parce que de toute façon, il faut un match par équipe. Parce que pour le moment, c'est ça la grande surprise, on n'a aucun match par équipe annoncé à SummerSlam. Pour le moment en tout cas. Il n'y a pas de match par équipe. Donc où sont les divisions tag team? Où sont-elles? Et comme il n'y a pas, on ne construit pas de rivalité ni à SmackDown ni à Raw,
aucune rivalité. Les Viking Raiders, ils sont en train de s'occuper avec des jobbers, ils n'en font rien. Voilà, donc et puis Revival Usos, ça pue la naphtaline. Maintenant, c'est terminé. Voilà, Heavy Machinery, on les a mis un peu de côté. Voilà, donc bah, voilà, faites-nous un Champion versus Champion tant qu'à faire. Voilà. Et puis Brian et Rowan, ils sont occupés aussi un peu à autre chose là aussi. On va en parler après. Bref, voilà. Faites un Champions versus Champions. Ça pourrait être bien pour Survivor Series, mais c'est dans trop longtemps. Donc bah voilà, tant qu'à faire, vu qu'il n'y a rien à faire pour ces deux équipes, bah mettez-les là-dedans quoi. Et puis ce sera un beau match. Voilà. Et puis pour le pronostic, bah, victoire des aussi, qui sont voilà sur un gros push maintenant. Ils ont prolongé leur contrat, ils sont dans cette faction là maintenant avec Styles, un nouveau club, donc bah, il faut continuer leur momentum, voilà. Et puis les New Day, bon bah ça va, ils ont assez gagné, ils peuvent en proposant un bon match, ils peuvent quand même un peu se coucher de temps à autre et laisser gagner The aussi. Voilà un match que j'ai donc ajouté. Match suivant, match entre Goldberg et Dolph Ziggler. Alors là, ce match-là, fallait le sortir hein, quand même. Fallait oser. Parce qu'on était parti sur hein, une feud entre le Miz et Dolph Ziggler, hein, les deux grands amis dans la vie, on le sait. Mais bon, cette feud, elle était pas hyper hypante, et puis elle sortait un peu de nulle part. Et puis tout à coup, on a ajouté HBK, Shawn Michaels, dans l'équation, qui s'est pris un super kick de la part de Ziggler. Donc après, hein, ils en ont fait des tonnes. Ils ont dit oh là c'est inadmissible Ziggler qui frappe un Hall of Famer, alors que bon si vous regardez les images c'est quand même Shawn Michaels qui donne une droite en premier à Ziggler et Ziggler qui réplique avec un super kick hein. Moi je dis ça je dis rien hein. Mais bon ils ont été là-dessus et puis c'est vrai que depuis quelques temps dans les promos Ziggler a beaucoup parlé de Goldberg c'est vrai il a fait une petite pique par rapport à son match horrible de Super Showdown hein, contre Taker. Je crois qu'il avait dit It's Goldberg, it's Goldberg bad. Voilà, quelque chose qui n'était pas forcément que les gens n'ont pas forcément retenu, mais moi je m'en souviens. C'était déjà un premier signe. Et puis voilà, il avait continué à trasher Goldberg là récemment. Donc on sentait le coup venir. On sentait l'annulation du Miz Ziggler et du remplacement par Goldberg. Voilà. Il y avait peut-être éventuellement HBK dans l'équation, arbitre spécial, ou voir un Ziggler HBK. Bon, ils l'ont pas fait. Voilà, il s'est pointé là lors du dernier segment de signature d'Euro. De toute façon, à partir du moment où on nous réserve ce segment en main event d'Euro, c'est que Goldberg va se pointer. Le public ne s'y est pas trompé, il le savait déjà. Et puis ils ont chanté Goldberg avant même de savoir que le match serait modifié. Donc bref, tout le monde le savait. La surprise, il n'y en avait pas du tout. Donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, voilà, s'ils avaient un peu su protéger ça, ça aurait été quand même plus sympa. Bref, il y a eu un tout petit teasing. On se disait bon, le Miz dit ouais, ce sera pas moi. Et du coup, il tourne la tête vers Michaels. Bon, du coup, on a eu un toute petite impression que ce serait HBK. Et puis finalement, bon, bah ça n'a pas duré longtemps. Hein. Les gens ont compris que ce serait Goldberg. Puis il est arrivé, voilà. Et puis you're next quoi, you're next. Maintenant on attend de voir. Voilà. Et puis là, dans le dernier SmackDown, il a singé l'entrée de Goldberg. C'était sympa, voilà. Maintenant pour le match, ça va être un squash. Ça va être un squash très très probablement. Hein. Ça va pas durer longtemps ce match. Victoire de Goldberg. Spear, Jackhammer. Spear, Jackhammer. Et puis je pense que Goldberg aussi, s'il est là, je pense que quelque part il y a ça le travail parce que je pense il a mal vécu ce match raté contre Taker et ces botches horribles où il est clairement responsable et je pense que il a envie d'effacer ça rapidement et alors heureusement pour lui le public a quand même bien acclamé hein, son retour donc ça va il ne lui en a pas tenu rigueur mais je pense qu'au fond de lui il a envie d'effacer l'ardoise et il a envie de se rattraper. Alors le match va pas être long hein. Comme je vous le dis à mon avis ça va être un squash pur et simple et puis de toute façon vu que la carte elle est quand même épaisse il va falloir 2-3 matchs courts hein. Il va en falloir à coup sûr et celui-ci en fera partie. Spear, Jackhammer et puis de toute façon bah Goldberg quoi, enfin il a pas de cardio donc ces matchs ils font tous moins de 10 minutes à chaque fois. C'est du 4, 5, 6, 7, 8, voilà, c'est 8 minutes, pas plus, enfin, ça n'ira pas très très loin en termes de durée, de toute façon, ça on en est sûr, le temps qu'il arrive sur le ring, il est déjà en train de transpirer, enfin bref, voilà, vous voyez bien, il va encore saigner, il va encore se péter la tête, hein, comme d'habitude,
Et puis voilà, et puis il va gagner Jackhammer et puis Spear, etc. et terminé. Et puis il y aura peut-être même un petit moment humiliation pour Ziggler avec le Miz, HBK qui vont se pointer. Allez, un petit super kick, un petit skull crushing finale là pour terminer, et il va se faire un peu ridiculiser, humilier devant tout le monde. Voilà, je pense que Ziggler il va se prendre une petite fessée là. Ouh, il va se prendre une bonne petite fessée devant tout le monde là. Il va se prendre tous les finishers de tout le monde. Déjà, il a pris d'ailleurs un switching music à SmackDown, à Raw pardon. Et je pense que Michaels il va être encore présent et pareil pour le Miz. Voilà, comme ça permettra de caser un max de monde puisqu'on peut pas non plus leur donner un match à tous, notamment le Miz. Et voilà, ça va être un truc comme ça. Mais le match, il va être assez pourri. Hein. C'est pas un match qui me hype. Hein. Ça c'est sûr que les matchs de Goldberg, ça ne me hype pas du tout, du tout. Match suivant, match entre Trish Stratus et Charlotte. Alors un match un peu diva, enfin ancienne ère contre nouvelle ère. Qui est la meilleure, la Queen of Queens. Voilà, ça tourne autour de ça. Qui est la meilleure lutteuse de la WWE de l'histoire. Dans l'idée, c'est pas mal. Maintenant, Trish, bon bah voilà, elle est sur le retour. Faut pas s'attendre à des merveilles. D'ailleurs, elle était dans un 2v2 là, un 2v2 bizarre à Raw là, avec Becky Lynch, avec Natalia et avec Charlotte justement. Elle a pas lutté une seule fois. Elle est restée dans son coin. Elle n'a rien fait du tout. C'est pour ça. Alors, est-ce que c'est pour nous en garder un petit peu sous le coude et nous donner envie de la voir à SummerSlam, ou alors est-ce que c'est parce que en fait la réalité c'est que sur le ring elle va pas elle a pas grand chose quoi finalement et que il la préserve finalement, il la préserve pour dimanche. C'est pour ça que j'ai très peur de la prestation de Trish. Très important aussi quand même, il faut noter, ce sera son dernier match, on l'a appris aujourd'hui, ce sera son dernier match, donc match de retraite annoncé. C'est pas mal parce que ça sera quand même contre Charlotte hein, qui est quand même voilà, c'est pas n'importe qui, et ce sera chez elle, à Toronto, dans son pays, donc forcément elle va se récolter toute la pop, hein, forcément, ça va être un très bel accueil pour elle, face à Charlotte qui est heel hein, en plus, donc elle va récolter vraiment tout le soutien du public, euh, et ça va être un peu comme Corbin Angle qui avait annoncé que ce serait son dernier match. J'aurais préféré qu'il gagne, et puis finalement il a perdu. Ce qui avait permis à Corbin après de se vanter dans ses futures présentations de dire que c'était celui qui avait mis Angle à la retraite. Et j'ai envie de me dire que ce serait peut-être plutôt pas mal de faire la même chose. Donc, je ne vois absolument pas Charlotte perdre. Ce serait stupide. Faire perdre Charlotte. C'est pas comme faire perdre Corbin par exemple. Charlotte, non. Ils vont lui redonner un run. Enfin, ils vont la redonner. Ils vont la remettre en haut, quoi. Ils vont lui redonner une chance au titre de SmackDown. Donc non, no way Rosé quoi, no way Rosé, no chance in hell. Il n'y a pas moyen que Charlotte perde ce match. Charlotte va gagner et au final, ce qui est logique, hein, victoire de Charlotte, hein, le présent et le futur qui battent le passé, c'est tout à fait normal. Comme elle l'a dit, Charlotte, elle est plus bonne qu'à essuyer les couches de ses gosses. Casse-toi de ton ring, t'as plus de 40 balais et maintenant, oust, oust, et voilà. Maintenant, laisse place à la nouvelle reine, The Queen of Queens, Charlotte Flair. Wouhou et voilà. Euh, et puis tu auras sûrement un super moment d'émotion une fois le match terminé avec Trish au milieu du ring qui sera ovationné, applaudi comme il se doit par tout, tout son peuple de Toronto. Et ça sera un très bon moment. C'est tout ce que je demande. Hein. Ce sera surtout ça en fait. C'est ce moment rien que pour elle. Rien que pour elle. Pas besoin de ramener toutes les filles du roster. Juste elle. Seule à seule. Face à face avec son public. La pop. Et voilà. Un départ vraiment comme il se doit. Voilà. Pour célébrer une dernière fois Trish Stratus et sa carrière. Voilà. Mais j'attends vraiment pas grand chose de ce match. Ça va pas être très long. Je pense pas que Trish va durer un quart d'heure sur le ring. Hein. Faut pas exagérer. Elle était pas horrible. Hein. On l'a vu à Evolution. C'était pas horrible. Hein. Elle en a un petit peu sous le capot. Mais ça va pas être facile de tenir la distance face à Charlotte. Et je pense que déjà si ça dépassait 10 minutes, ça sera déjà pas mal. Hein. Voilà. Elle fera un petit Stratusfaction. Voilà, elle fera un petit peu de taunt, hein, voilà, pour se moquer un peu de Charlotte, mais
Il y aura deux trois trucs sympas, mais ça n'ira pas plus loin. Voilà, c'est pas un match que j'attends non plus avec impatience, il faut le dire. Maintenant, il y a la symbolique qui est sympa, voilà, pour SummerSlam, pour les adieux de Trish, ça sera très bien. Et voilà, on n'attend pas grand chose. Victoire donc de Charlotte. Match suivant, match très attendu entre Balor et Wyatt, The Fiend. Les grands débuts enfin de The Fiend, parce que The Fiend, ça a été tellement tiré la ficelle, le retour qu'on attendait depuis longtemps, je vous le disais à chaque fois, s'il n'intervient pas Extreme Rules, pour moi ce sera terminé. Il était intervenu le lendemain, pour moi c'était quand même trop tard. C'était trop tard. Ils se sont trop foutus de ma gueule, enfin de ma gueule, de nos gueules, et c'était trop teasé. Et puis il y a encore eu deux Firefly Funhouse là, ces dernières semaines, c'était nul à chier. Enfin, c'est là qu'on voyait les limites, Fallait le faire venir avant. Et là, j'en ai plus rien à foutre. Le résultat, absolument sans surprise, ça va être encore un match court. Il le faut. Déjà, on va évacuer le problème. Le démon, vous oubliez, parce que si vous faites venir le démon là, c'est n'importe quoi. Surtout que, voilà, il y a beaucoup de news qui disent que Balor va partir en vacances après ce match. Donc, Balor va un peu s'écarter des rings. Donc c'est le moment idéal pour qu'il y ait une destruction totale de Balor. Donc victoire bien sûr de The Fiend. Que dire d'autre évidemment pour ses grands débuts depuis son repackaging. Et il faut marquer le coup d'abord en battant un Balor humain. J'ai bien dit un humain. Le démon vous le sortirez plus tard. Donc d'abord vous squashez Wyatt squash un Balor humain, il prend ses petites vacances, il revient cet automne, on reconstruit Balor, et là, paf, il nous tease le démon, et cette fois-ci, on a un démon Balor face à The Fiend. Pourquoi pas même le builder vraiment sur le long terme pour aller jusqu'à WrestleMania 36, hein. Ça me paraît un peu loin, mais pourquoi pas. Ça dépendra aussi de la durée des vacances de Balor aussi, hein, voilà. Mais si c'est pour revenir aux alentours de Survivor Series, là ça va faire trop long. Mais moi l'idée c'est surtout que Demon Balor soit battu pour la première fois par Wyatt. Que Wyatt soit celui qui fasse tomber le Demon Balor pour la première fois. Ça marquerait le coup. Et là je peux vous dire que The Fiend, là, on va commencer vraiment à avoir peur. Avoir peur de lui, se dire que là, c'est une grosse menace. Faire tomber le Demon Balor, ce serait une grosse sensation. Je préférerais que ça se fasse dans un WrestleMania. Mais c'est tellement loin. Bah voilà, faites-le avant. Quitte à faire, comme je vous l'avais déjà dit, un Demon Balor qui serait le nouveau Taker et qui serait invaincu à chaque WrestleMania, quoi. Qui ait une stricte invincibilité pour Demon Balor à WrestleMania. Mais à ce moment-là, il faudrait pas qu'il affronte The Fiend à WrestleMania, évidemment. Mais il pourrait tout à fait perdre pour la première fois au Survivor Series, par exemple, et avoir une nouvelle feud à WrestleMania 36. Mais en tout cas, un Balor humain pour SummerSlam. Balor humain, c'est tout ce que je demande. Ne faites pas venir le démon, faites pas cette connerie, s'il vous plaît. Surtout que, voilà, on parle en plus déjà de Kane. Kane qui va avoir quelques live events là, fin août. Du coup, voilà, il s'en est pris à des légendes, il s'en est pris à Kurt Angle, il s'en est pris à Mick Foley, il porte la Mandible Claw, hein, il a agressé, lundi dernier, là, cette semaine, il a agressé Kurt Angle avec une Mandible Claw, il porte la prise de Mick Foley. Alors, on va pas parler de feud avec Mick Foley, hein, faut pas exagérer, le gars il est pété de partout, mais Kane, il revient, apparemment, donc peut-être un run, peut-être justement, une fois que Balor sera un peu parti là, qui va se faire détruire et qui va disparaître, peut-être qu'ils vont faire un truc fantastique, Balor détruit, hop, il disparaît, son corps disparaît. C'est comme ça qu'on va worker un peu ses vacances. Et du coup, peut-être un adversaire de transition pour Wyatt avec donc Kane. Puisque ça y rentrerait, en plus ce côté ambivalent, personnage ambivalent, ça aurait la gueule parfaite du futur challenger, de futur adversaire, de future rivalité pour Wyatt. Ce serait parfait. Et voilà, bien sûr, victoire de Wyatt, hein, bien sûr. Peut-être pour Clash of Champions, pour le prochain pay-per-view, voilà, un Wyatt contre Kane. Voilà, tout simplement. Voilà un peu comment je vois les choses, en tout cas pour le booking à venir de Wyatt et de Balor. Voilà, on va passer donc
au match suivant. Match entre Kevin Owens et Shane McMahon. Grosse storyline. Si Kevin Owens perd ce match, il devra quitter la WWE. Bon, déjà quand on nous met une stipulation pareille, on peut se dire que bah du coup on a du mal à croire à une défaite de Kevin Owens. Je crois qu'en plus il a prolongé son contrat. C'est difficile de croire en autre chose. Maintenant, vous le savez, on peut quitter la WWE in kayfabe, hein, pour finalement revenir plus tard. Donc on est au Canada, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de Canadiens, hein, qui sont postés, qui sont booké dans des matchs, hein, il manquait plus que Sami Zayn en quelque sorte, pratiquement. Effectivement, si on nous fait perdre Kevin Owens au Canada, alors on n'est pas au Québec, mais quand même on reste quand même au Canada. Si on perd, si on fait perdre Kevin Owens, si on le fait quitter la WWE au Canada, ça pourrait aussi avoir un sacré impact. Maintenant, j'y crois pas le moins du monde. Chez le McMahon, ils l'ont assez buildé fort comme ça. Il a gagné des matchs, ça va. Il a eu ses petites victoires, voilà. Il a même battu Roman Reigns. Enfin bref, faut arrêter. C'est bien maintenant d'avoir une storyline qui conduit jusqu'à SummerSlam. Malheureusement, il a refusé de mettre sa carrière en jeu chez le McMahon, hein, puisque Kevin Owens lui avait proposé ça mardi dernier. Il ne l'a pas fait. Donc ça reste pour l'instant la même stipu, à moins d'un changement dans la semaine. Peut-être un ajout de stipulation, ça pourrait être un no DQ ce match. Ça pourrait tout à fait être un no DQ. Et Shane McMahon a pris l'avantage là. Il a été accompagné d'Elias dans le Kevin Owens Show. Il a enseveli, il a bloqué Kevin Owens contre la barricade en poussant la table des commentateurs. Et il lui a porté un petit dropkick là, bien vicieux. J'aurais bien aimé d'ailleurs que ce soit un coast to coast là, qui saute carrément du rebord du ring directement sur la chaise, ça aurait pu être pas mal. Mais en tout cas, ça se termine sur Shane qui a l'avantage, ce qui pourrait aussi être un signe selon lequel ce serait plutôt du coup Owens qui gagnerait. Intervention d'Elias, Drew McIntyre, les Revival, enfin toute la clique de Shane, on pourrait s'en douter aussi. Maintenant, ça dépendra aussi s'il y a une stipu derrière tout ça ou pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais il y aura peut-être un peu de l'overbooking, tout ça, derrière tout ça. Mais voilà, victoire de... Il faut que Kevin Owens s'impose. Il est sur un gros run de babyface. Voilà, il faut lui faire gagner, et puis il faut le faire gagner, et puis il faut lui redonner vraiment une grosse hit, enfin une grosse pop, pardon. Il lui donner un gros momentum pour le construire en tant que babyface, parce qu'il a quand même tourné heel récemment face au New Day, donc voilà, on le reconstruit comme babyface, donc voilà, il faut continuer à le porter là-dessus. Et puis s'il arrive à éliminer Shane McMahon, dont tout le monde ne peut plus, ça sera forcément bénéfique pour lui. Il va se récolter toute la pop du Canada et puis des téléspectateurs probablement qui en ont marre de voir la gueule de Shane McMahon. Et voilà, c'est un peu le nouveau porte-parole, hein, la voix des sans-voix comme disait CM Punk. Donc victoire de Kevin Owens avec un stunner, bien entendu. S'il ne porte pas un stunner, là je ne comprendrai rien du tout. Voilà, match suivant, un match que j'ai, alors gros match que j'ai créé, mais qui pourrait être totalement différent. C'est la fameuse storyline avec Roman Reigns. J'ai mis Roman Reigns et Samoa Joe en équipe face à Rowan et Bryan. Mais ça pourrait être aussi autre chose. Ça pourrait être un Roman Reigns contre Buddy Murphy en 1 contre 1. Et ça pourrait être ni l'un ni l'autre. Même pas de match, seulement un gros segment. Voilà, on va pas refaire toute l'histoire. Vous avez vu, très belle storyline. J'adore quand il y a une enquête policière, comme Aleister Black, quand il y a une agression, quand on sait pas qui c'est. C'est ça qu'il faut faire, et je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. C'est ça qu'il faut faire, c'est une série télé, Raw. SmackDown, Raw, ce sont des séries télé, des épisodes hebdomadaires. Donc si vous ne faites pas un côté un peu comme ça, avec un cliffhanger, des mystères, ça ne marchera pas. Et c'est comme ça que vous allez récupérer votre audience, en faisant des petites énigmes. Voilà, qui a agressé machin? Voilà, c'est ça, c'est simple à faire. Alors il y a beaucoup de maladresse. Ok, c'était pas forcément génialement fait au niveau de la réalisation, mais il y a une proposition et ça c'est très bien. Voilà, les caisses qui tombent sur Reigns, la voiture. Bon voilà, c'était pas forcément très bien foutu, mais c'est pas grave. La voiture contre Reigns. Joe, alors j'espère que c'est pas un face turn, mais ça veut pas forcément dire un face turn. Mais Joe ensuite, voilà, qui a demandé des excuses à Reigns qui en a d'ailleurs fait là en interview cette semaine.
Mais une fois que la voiture est arrivée, il a quand même pris des nouvelles de Reigns. Enfin, il s'en est un peu inquiété. On l'a vu en disant Stay down, stay down. Voilà, en lui disant de bien rester tranquille, allongé dans la voiture. Triple H est arrivé par la suite. On voit un Joe un peu plus humain, donc on n'est pas très loin du face turn. Mais ça peut être aussi tout à fait un Joe qui reste heel, mais on accentue un peu plus son côté humain. On lui donne un peu plus de relief tout en restant heal, ça pourrait être aussi une autre option. C'est peut-être pas mal, parce que j'ai du mal à voir un Joe heal, hein, un Joe face. Pour moi, Joe, c'est un pur heal. C'est l'un des meilleurs heals de main roster. Donc, non, je peux. Alors après, ils lui ont tellement fait faire perdre des matchs en pay-per-view. Joe Paillasson, hein, le Joe Paillasson, que peut-être que l'idée, c'est de le faire tourner face et de changer quelque chose. Un peu comme ils ont fait avec Nakamura aussi, quand il était venu heal. Là, ça serait dans le sens inverse, de le faire tourner face. Mais ouais, je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan. Alors ouais, ok, je comprends la Joe Connection, la Samoan Connection, hein, Joe et Joe. Hein, voilà, vous comprenez la blague. Hein, enfin, Samoa Joe et Joe Anoa'i. Donc Joe and Joe. Ouais, ok, ça a du sens. La storyline, elle est très intéressante et c'est l'un des trucs qui me hype le plus. Voilà, donc on a vu Murphy en coulisses, voilà, il a craché le morceau, hein, il s'est fait démolir. D'ailleurs, j'ai pas trop aimé qu'il se fasse un peu molester comme ça, hein, Murphy, hein, après ce qu'il était. Quand on a vu ce qu'il était à 205, c'était quand même une menace. Le gars, il se fait un peu bully là, par Roman Reigns. Et voilà, et du coup, il est obligé de cracher le morceau et dire c'était Rowan. Ouais, c'est Rowan. Non, j'ai pas vu Brian, mais oui, c'est Rowan. Voilà, ça se termine comme ça. Rowan, comme ça, très fier, les bras croisés, qui avait l'air très content de ce qu'il a fait. Et à côté, un Daniel Bryan qui semblait plutôt surpris de pas comprendre. Donc, backstage, il a fait une interview, ensuite une promo, Bryan, aux côtés de Rowan, pour dire que il en avait rien à branler de Roman Reigns, que Buddy Murphy, il le connaissait pas, et puis que Rowan, il avait nothing to do with it, c'est-à-dire qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Et Rowan, par contre, lui, il n'a rien dit, et il s'est barré comme ça, toujours, avec ses bras croisés. Façon Aldébaran, le chevalier du taureau dans les chevaliers du Zodiac, les bras croisés. Bref, c'est quand même très étrange. Donc on nous tease un truc avec Rowan, mais qui n'a peut-être rien à voir avec Bryan, effectivement. Bryan semble un peu sincère. Il a l'air de pas être au courant de tout ça. On nous prépare un twist, on nous prépare quelque chose, un match, un segment, quelque chose avec Samoa Joe. Peut-être que Samoa Joe au final, il va être finalement dans le coup et puis ça va être un twist. Peut-être que finalement Bryan va être dans le coup, alors qu'on a l'impression qu'il ne l'est pas, mais en fait il va l'être. Parce qu'on nous dit que voilà, après SummerSlam, il va y avoir beaucoup de matchs entre Reigns et Bryan dans les live events. Donc peut-être que c'est une future rivalité, Reigns et Bryan. Peut-être. Il y a eu un bon match à Fastlane 2015 entre les deux. C'était un bon match pour déterminer le futur adversaire de Lesnar à WrestleMania en 2015. C'était un bon match entre les deux. Donc on peut nous relancer un Bryan Reigns. Ça peut être pas mal, hein. Mais les news disent que ça sera peut-être réservé pour plus tard. Ils vont nous pousser un peu la storyline. Et que, si ça se trouve, ça va être plutôt un... On devait avoir un Reigns Bryan à SummerSlam, mais en coulisses, les plans semblent un peu bouleversés, les plans vont peut-être changer. Ça a l'air très compliqué, hein. Très difficile de savoir ce qu'ils veulent faire. On a l'impression que eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent faire, donc c'est difficile de se projeter et de faire un pronostic. Voilà, on a un peu toutes les cartes en main. On a Bryan, on a Rowan, on a Joe, on a Reigns, on a Murphy, peut-être encore d'autres personnes. Beaucoup de gens ont été cités, bien sûr Harper. Ça peut être aussi un moyen de nous ressortir Harper, qui serait peut-être complice de tout ça. Harper et Rowan, ça ferait sens. Voilà. Et pas forcément avec Bryan, hein. C'est peut-être juste Rowan et Harper. Peut-être que c'est en lien avec le Rock, puisqu'il y avait un petit segment, hein, on s'en souvient, un match segment entre Rowan et The Rock dans un WrestleMania. Peut-être WrestleMania 32 si je ne m'abuse, et que du coup Rowan va vouloir faire venir The Rock exprès pour prendre sa revanche, en s'attaquant du coup à Roman, peut-être qu'il pense-t-il que ça va faire venir The Rock. Bon, là je vais peut-être un peu loin, mais après, faut pas oublier qu'il y a même Fast and Furious qui vient de sortir, et il va bien falloir le promouvoir ce match. Donc évidemment, si tu fais venir The Rock, waouh, avec Reigns, voilà, les deux sont dans le match, sont dans le film. Voilà,
Et puis il y a un petit accident de voiture, un carambolage dans l'histoire. Voilà, Fast and Furious, hein, on n'est pas loin. Hein. Bref, voilà, ça peut être aussi le moyen de nous réserver un retour surprise de The Rock. Voilà, un petit confrontation avec Rowan. Voilà, il y a beaucoup de trucs sur la table, mais il va falloir forcément suivre. Il y aura quelque chose là-dessus. Match, segment, impromptu, nouvelle agression de Reigns dans le kick-off. Il peut y avoir aussi un truc en 2 temps. Nouvelle agression de Reigns. Ou Reigns qui vient se faire justice lui-même en attaquant Rowan backstage. Brian qui arrive pour faire le surnombre. Et du coup, 2 contre 1 sur Reigns. Joe qui vient faire un save inattendu. 2 contre 2 et hop, voilà, on nous build le 2 contre 2 dans la soirée quoi. Il y a beaucoup de choses possibles, on verra bien. En tout cas, moi, c'est l'un des trucs qui m'intéresse le plus dans le programme de SummerSlam. Voilà, match suivant que j'ai créé aussi, Nakamura contre Ali, championnat intercontinental. Voilà, bah ah oui, ce titre là, il est pas défendu, faut le mettre, faut le mettre. Et puis Ali, il a gagné un match. Il a gagné un match, par surprise. Mais il a battu Nakamura à SmackDown là, il y a 15 jours. Il l'a battu. Donc s'il l'a battu, bah logiquement il se mérite un match de championnat. Donc bah voilà, bah, mettez-le nous. Ça sera très bien Nakamura Ali. Voilà, ça sera pas un match de 15 minutes, hein, mais ça peut faire 10 minutes, 10-12 minutes, mais ça sera très acceptable. Voilà, bah faites-le nous. Voilà, les deux ils méritent quand même d'avoir un petit match à SummerSlam, merde. Euh, voilà, et puis buildez-nous ça, aux petits oignons. Voilà. Bon, Ali a perdu contre Ziggler, malheureusement, mais bon, je peux comprendre. Bon, il y a Ziggler, il a Goldberg en face, donc voilà, bon, ok. Mais, euh, mais c'est quand même un challenger potentiel pour le titre intercontinental, donc mettez-nous Ali Nakamura. Victoire, à ce moment-là, victoire de Nakamura, hein, qui va conserver a priori son titre, hein, si le match a lieu. On verra bien. Mais je donne la victoire de Nakamura, mais le match serait forcément de qualité, enfin je pense. Hein, il y a de quoi faire un bon match. Le petit match de SmackDown, il était pas mal, il était court. Bon, il y avait la pub entrecoupée par la pub malheureusement, mais il était pas mal ce match. Voilà, voilà. Et voilà, maintenant je ne vais vous parler que des matchs qui ont été bookés cette fois-ci. Hein. C'est Edge Styles contre Ricochet pour le titre des États-Unis. Voilà, on a reconstruit The Club, The OC maintenant donc. The Official, The Original, The Only Club That Matters. Autour d'Edge Styles, champion des États-Unis. J'ai champion par équipe d'Euro. Voilà. Alain Clan qui a toutes les ceintures, hein. Ça rappelle Undisputed Era évidemment. Peut-être. Qui sera aussi peut-être lié aussi hein, à l'agression de Reigns. Hein. Ah, si l'Undisputed Era fait ses débuts dans le main roster et qu'ils étaient finalement les agresseurs, oh, ce serait beau, ce serait beau. Oh là là, bref. Mais peut-être que Murphy n'a pas bien vu, hein. Il a vu un gars sous une cagoule avec une barbe, là, il se dit, oh, mais c'était Murphy, c'était Rowan, hein. Oui, bon, achète-toi des lunettes, hein, voilà. Bref, bref. Du coup, on va avoir donc forcément un bon match, puisque à chaque fois que Styles et Ricochet s'affrontent, bah, ça donne un bon match. Regardez le match c'était quoi, Stomping Grounds. Il était beau ce match. Il était très bien ce match. Donc, bah, c'est toujours très bien les matchs entre les deux. Styles contre Ricochet à Extreme Rules. Bon, il y avait une intervention de Gallows Anderson, mais c'était un peu, c'était à prévoir. Mais c'était encore des bons matchs. Voilà. Donc je m'attends à un bon match. Encore un des meilleurs matchs de la soirée, si on leur donne assez de temps. Bah, y aussi, on y pense forcément, surtout s'ils sont pas bookés dans un match face à New Day. S'ils n'ont pas de programme, bah, on va bien falloir voir leur gueule à un moment donné. Donc ils vont peut-être pouvoir, du coup, s'afficher aux côtés de Styles, aux abords du ring. Pas impossible. Maintenant, pour le pronostic, parce que là, dans mes pronostics, je vois pas beaucoup de changements de ceinture, hein, j'en vois même aucun. Donc à un moment donné, est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite surprise, un Ricochet? Voilà, je sais que Paul Heyman, on dit que Paul Heyman l'aime bien, il aimerait bien le mettre vraiment en avant. Est-ce qu'ils vont pas lui redonner le titre? Maintenant, ça ferait beaucoup de changements de ceinture. Styles, il vient d'être champion à Extreme Rules. Bon, il y a une nouvelle faction, enfin une nouvelle faction, en tout cas un nouveau nom, The OC. Donc, faut peut-être builder ça quand même. Donc, bah moi, je donnerai la conservation quand même de Styles. Je donnerai la conservation, voilà. Et Ricochet peut perdre de façon en le protégeant.
peut-être intervention aussi. Il peut y avoir un match no DQ à Clash of Champions, donc avec un prolongement de la feud. Donc voilà, il peut perdre avec les honneurs, Ricochet. Mais il a gagné quand même, il a quand même il a eu un match de qualification, hein. C'était quand même un Fatal 5-way, hein, je crois. Il a fallu qu'il élimine pas mal de monde pour se mériter ce match de championnat, qui pourtant il devait l'avoir puisqu'il était déjà en feud avec Ricochet, mais il a fallu qu'il se retape un match de qualif. Bon bref, mais victoire de Styles dans un bon match. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais pour moi, la feud va, il y a de bonnes chances pour que cette feud se prolonge. Et puis les deux, voilà, c'est toujours du caviar et on va se régaler. Match suivant, match entre Bayley et Ember Moon pour le titre féminin de SmackDown. Oh là là, la grosse faute de goût là, cette feud, si on peut appeler ça une feud. Parce que là, on comprend rien, hein. Bayley qui désigne elle-même sa challengeuse. Bon là déjà pas terrible. Pourquoi pas se mériter un match de championnat par elle-même. Du coup Moon dit ah ouais merci. Ah t'es trop gentil Bayley. Je t'adore, merci. Et puis après, il y avait un segment pas trop mal où t'avais Ember Moon, Bayley, Charlotte, Ember Moon qui arrive et paf, double éclipse sur les deux. Voilà, là ça te donne un peu de caractère à Ember Moon. La semaine d'après, bon, Bayley elle apprécie pas ça, elle dit ouais bon, t'as pas intérêt à me faire ce coup-là parce que sinon, hein, attention, hein, sinon pampan cucu. Et puis voilà, bah, elles ont un match par équipe, elles le gagnent et puis évidemment derrière. La B2B, la Bayley to Bayley. Voilà, ok. Et puis une semaine après, donc c'était cette semaine-là, bah il y a Natalia, bon bah voilà, là, du coup elle affronte Ember Moon là. Et puis Sharpshooter à l'extérieur là, puisqu'on est en train de bâtir une Natalia un peu agressive là. Et puis là, Bayley qui fait le save. Elle sauve sa copine, qui venait d'attaquer la semaine d'avant. Donc c'est ta pote ou pas ta pote, ta rivale ou pas ta rivale. C'est quoi ta relation avec Ember Moon au juste bon, on comprend rien à cette feud. Voilà, Moon, elle fait la carpette là en plus. Merde, c'est la fille qui porte des éclipses dans ta gueule quoi. Merde, arrêtez de la prendre pour une carpette là, Ember Moon. Bref, je vois pas de changement de titre sur ce match. Ça peut être un bon match, hein, ça peut être plutôt bon, mais bon, Ember Moon, je suis content de la voir là, mais je pense que pour Bayley c'est pas le moment, et je pense, hein, je vais redire la même chose qu'Extreme Rules, mais tant que Sasha Banks n'aura pas fait son retour, je pense que Bayley sera championne. Voilà, tout simplement. Et j'ai ouï dire que Sasha Banks pourrait être à SummerSlam. Moi je dis ça, je dis rien. Alors certes, on en parlait un petit peu à Extreme Rules, elle est pas venue. Là c'est SummerSlam, là, c'est quand même un gros level au-dessus là. Pour faire son retour, ça me semble pas mal. Bayley qui bat Ember Moon, et là-dessus, voilà, bon, The Boss qui arrive, grosse pop, et là, elle arrive sur le ring, un petit face-off là, comme ça, les deux qui se tournent autour, et le public qui fait This is awesome, This is awesome, ou qui tout simplement va nous faire un Yes, 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 et voilà, déjà on a notre future challengeuse, et là on a un build-up aux petits oignons hyper facile à faire, vu que c'était deux copines qui ont feudé je ne sais de combien de temps pour rien en plus, avec une feud, elles se sont battues amis-ennemis encore, hein, côté frenemies là, encore comme ils ont fait avec actuellement avec Ember Moon, mais de façon très maladroite. Le fameux match de takeover, enfin bon on va pas refaire toute l'histoire, mais c'est très facile à faire. Donc et puis là, Clash of Champions, voilà. Bayley contre Sasha Banks, facile à construire. Donc faites ça. Voilà, donc pour moi, Bayley va conserver, et là, faites-nous l'adversaire, futur adversaire. Charlotte, bon bah Charlotte elle va aussi s'imposer contre Trish, elle va forcément revenir dans le game. Ça peut être aussi un Bayley Charlotte, voire un triple threat. Voilà, on aurait déjà les trois quarts des Four House Women, hein, qui sont d'ailleurs, bon, il y a une petite histoire là avec les quatre en plus qui sont dans 2K20, voilà, Becky Lynch qui est sur la jaquette avec Roman Reigns, bref,
Les Forest Women, voilà, on en parle quoi. Donc il manque plus que Sasha Banks, donc elle va revenir à un moment donné, c'est évident. Donc voilà, suivant, un match entre Becky Lynch et Natalia pour le titre de Raw, hein, féminin. Bah ouais, c'est pas super hypant hein, comme adversaire. Natalia, ça sent la naphtaline. Hein. Bon, c'est une bonne lutteuse, hein, elle a eu une belle carrière, mais bon, voilà, c'est encore pour faire plaisir aux Canadiens, quoi. Encore leur donner encore un ou une Canadienne à supporter, quoi, à soutenir. Et puis voilà, bah, Ronda, elle est pas là, Nia Jax, elle est pas là, et Lacey Evans, elle a eu toutes ses chances aussi. Bah, y a plus qu'elle, quoi. C'est un peu par défaut, quoi. Et puis parce qu'elle est au Canada. Donc on a vendu, on a construit une Natalia un peu plus, voilà, agressive, voilà, un peu plus badass. Hein, alors pas au même niveau que Becky Lynch, mais pas loin finalement. Quelqu'un qui pourrait lui donner du fil à retordre. Et il faut préciser que c'est un submission match. Donc c'est un peu le sharpshooter contre le disarmer. Maintenant, on connaît les bails avec la WWE. On peut s'attendre à une inversion de prise et à un moment donné, on va voir Becky Lynch porter un sharpshooter et on va voir Natalia porter un disarmer. Ça, je peux vous mettre ma main à couper que ça va arriver. Voilà, c'est peut-être même l'une des deux prises qui va d'ailleurs finir le match. C'est-à-dire que Becky Lynch va peut-être gagner comme ça, avec un sharpshooter. Ou à l'inverse. Bon, j'y crois pas trop. Je vais vous le dire tout de suite. Victoire de Becky Lynch. Voilà, évidemment, c'est la fille qui est sur la jaquette de 2K20, hein, qui va sortir en octobre, qui est dans le clip, gros, qui est comme l'héroïne du clip, du teaser. Tu peux pas faire perdre The Man maintenant, quoi. Absolument impossible. Et puis c'est pas le moment. Et puis pour moi, il faut autre chose. Il faut du Ronda. Je vous le dis à chaque fois, mais Ronda, Becky, aussi incroyable que cela puisse paraître, on n'a toujours pas eu de Becky versus Ronda en un contre un. On n'en a toujours pas eu. Donc à un moment donné, il va falloir le faire. Alors ok, Ronda veut faire son enfant, machin, machin. Bah, qu'elle le fasse, mais il faudra que ça ait lieu à un moment donné. Alors si elle fait pas son retour, si finalement elle décide de, je sais pas, voilà, elle avait son poignet cassé, mais bon, là je pense que c'est bon. Mais si finalement elle décide de pas faire d'enfant tout de suite, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, bah elle va peut-être faire son retour finalement. Ce sera peut-être un retour surprise à SummerSlam. Maintenant, si c'est pas elle, bah je vais ressortir Shayna Baszler, mais qui, comme je vous le dis tout à l'heure, je vois pas trop encore dans le main roster. Même si ça va pas tarder, je pense. Ça pourrait être aussi un gros adversaire pour Becky Lynch. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Donc voilà. Il y avait éventuellement Alexa Bliss. Maintenant, Alexa Bliss, elle est championne par équipe. Donc maintenant, on peut l'oublier. Hein. On peut l'oublier. Il n'y a pas pléthore de choix. Hein. Il n'y a pas pléthore de choix. D'autant qu'on nous dit que la wildcard rule après SummerSlam, c'est terminé. On repart sur du vrai brand split, hein, comme on devait avoir, hein, normalement. Donc, SmackDown d'un côté, Raw de l'autre. Bah, du coup, à Raw, bah, y a pas pléthore, hein, donc je suis inquiet. Je suis un peu inquiet pour l'après. Natalia, faut arrêter. Voilà. Elle a eu toutes ses chances. Ruby Riott, la pauvre, elle est blessée, elle vient de se faire réopérer en plus. Donc, bah, pareil, encore une qu'on ne verra pas. C'est difficile. Difficile de trouver une challengeuse pour Becky Lynch. Ça, c'est ça le truc. À moins de nous sortir une fille de NXT qu'on n'avait pas vu venir, peut-être que Yoshirai va arriver from out of nowhere. Et ça m'étonnerait fort. Ça m'étonnerait fort. Mais il va falloir construire quelque chose. Mais en tout cas, victoire de Becky Lynch. Voilà, bah match de soumission. Donc normalement, si je me trompe pas, les disqualifications, on peut pas en avoir a priori, puisque de toute façon, tu peux pas te faire disqualifier, puisque normalement le match doit se finir par une soumission. Si je ne me trompe pas, hein, dans les règles, si tu dois choper la corde, je suis pas sûr que ça compte non plus. J'ai un petit doute, mais je crois pas. Si tu prends la corde, ça ne doit pas compter, puisque c'est un match particulier, c'est un submission match. Donc tu te soumets ou tu te soumets pas, quoi. Voilà. Je peux me tromper, mais normalement il ne doit pas y avoir de disqualification. Mais de toute façon, je vois pas d'intervention extérieure, sauf vraiment un retour extraordinaire de Ronda ou de Nia Jax. Je le sens pas non plus. Ça pourrait être pas mal aussi, hein, parce qu'il y avait l'histoire du coup de poing dans le nez, etc. Bon, évidemment, avec Nia Jax, ça pourrait aussi faire une belle adversaire de transition, peut-être,
puisqu'on n'a pas trop de nouvelles de Nia Jax. Pourquoi pas aussi. Voilà, je vois que ça. Victoire en tout cas de Becky Lynch, je vois pas de surprise de ce côté-là. Match suivant, Kofi Kingston contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Grosse histoire entre les deux. Voilà, une rivalité qui est pas mal. Malheureusement, bon, on l'a surtout construite à partir de vidéos de l'ancien temps, hein, du temps béni de NT1, on va dire, avec le fameux Stupid, hein, évidemment. Voilà, bon bah évidemment ils ont maquillé un peu le truc, hein, ils ont dit ouais, en fait c'est Orton qui a un peu malmené Kofi, qui l'a traité de stupide, machin. Bon, évidemment c'était pas vraiment l'histoire, hein, c'est que bon en gros il avait fait on avait un peu botché quoi. Enfin, un Kofi, avait pas fait ce qu'il fallait sur le ring. Je crois qu'il aurait dû prendre un punt kick, et puis voilà, et puis il lui a porté un RKO quoi pour le punir quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même utilisé, ils ont fait parler Kofi dans une vidéo là mardi. Ils lui ont fait dire que ils lui ont ressorti, il a ressorti quand même la vraie histoire backstage en disant oui apparemment Orton aurait joué de son influence pour m'écarter finalement et pour ne pas me donner ma chance, pour ne pas que je puisse devenir champion. Parce qu'effectivement, c'était ce qu'on lisait, hein, c'est qu'effectivement, Orton l'aurait véritablement fait, aurait vraiment joué de son influence pour ne pas que Kofi aille plus loin, plus haut, parce que il considérait que Kofi c'était pas le gars qui allait monter, quoi, qui allait devenir une top star et c'était pas quelqu'un qui était assez armé pour ça quoi, qui était pas au final pas si faux que ça, puisque effectivement même s'il est champion actuellement, Kofi bah c'est assez plat quoi, c'était très bien pour la montée en puissance et toute son histoire là qu'on l'a vu à WrestleMania, c'était très bien. Maintenant qu'il est champion, c'est plus du tout la même histoire, c'est assez plat. Voilà, ils ont cheaté son Trouble in Paradise de ouf, hein, il est vachement cheaté. Genre c'est la prise la prise de soumission ultime, personne ne s'en pas la prise de soumission mais le coup ultime dont personne ne se relève. Genre tu prends le Trouble in Paradise, c'est terminé quoi, c'est comme un F5 quoi. Faut un peu arrêter quoi. Faut pas exagérer. Maintenant voilà, bon bah ils ont utilisé un peu des éléments du passé. Kofi, il a quelque part une revanche à prendre. C'est qui, je pense, va servir dans mon prono, et je vais donner la conservation du titre par Kofi, qui effectivement, à l'époque, bon bah, il avait un peu malmené Orton, mais il n'avait pas réussi à prendre le titre. Voilà, il avait touché le plafond, quoi. Et là, je pense il va le dépasser ce plafond, puisque c'est lui qui est en position de champion, et donc il va prouver à tout le monde qu'il peut battre la personne qui, donc à l'époque, est. C'est là que c'est intéressant, parce que ça implique des éléments du réel. Cette personne qui donc avait joué de son influence pour ne pas qu'il monte davantage. Et là, bah, il va prouver que en fait, il était legit finalement Kofi. Et donc, voilà, va le battre, il va le battre. Le match, je suis pas persuadé que le match sera beau. Voilà, parce que bon, on a vu des Kofi Joe qui étaient chiants à mourir. Et je pense que les Kofi Orton, je vois pas pourquoi ce serait mieux qu'un Kofi Joe. Hein. Voilà, donc je crois on risque de s'emmerder avec le rythme un peu d'Orton. Hein. On connaît le faux rythme d'Orton là. Ça va pas être génial. Hein. Moi, je m'attends pas à grand chose. Pas d'intervention, a priori, les New Day n'ont pas à intervenir. Voilà. Par contre, bon, bah, on pense toujours à ce fameux heel turn, notamment le heel turn de Biggie, à une cassure au sein du New Day qui paraît toujours invraisemblable, mais à un moment donné, à force de battre tout le monde, bah, il va peut-être falloir construire un truc, hein, un nouveau challenger. Alors, il y a des choses à faire. Hein. Il y a Aleister Black, il va falloir nous le construire. Buddy Murphy, il va falloir nous le construire. Andrade, il va falloir nous le monter aussi. Donc, il y en a des mecs là qui pourraient affronter Kofi pour la suite. Mais, évidemment, bah, j'ai envie de croire aussi à un heel turn au sein du New Day, notamment Biggie, qui serait quand même assez legit pour être un gros challenger pour Kofi. Sait-on jamais. Ça devient un marronnier cette histoire, mais un jour peut-être que ce heel turn va avoir lieu et à un moment auquel on ne s'attend plus. Comme là, on s'y attend plus trop, mais peut-être que ce sera là le moment de turner heel. Voilà, en tout cas, conservation de la part de Kofi, qui en plus va avoir un gros documentaire sur lui juste après SummerSlam, ce qui veut rien dire, hein, on est d'accord, mais c'est juste une parenthèse.
Sûrement un documentaire qui promet beaucoup d'ailleurs, puisqu'on va voir un peu des images d'archives, voir quand il était enfant, jeune. Donc on va retrouver un peu sa bio, son parcours. Ça va être sûrement un documentaire très intéressant, donc sur le network, que je vous recommande de regarder. Match suivant, bah, probablement le main event. Seth Rollins contre Brock Lesnar. Le énième match entre les deux. Avec une construction, bah, il y a un build-up. Ça c'est sûr, il y a un build-up. Il y a un Lesnar qui est quand même un peu plus présent que d'habitude. Et qui tabasse Rollins. Très stiff, très stiff. On l'a vu la semaine dernière. Là, quand il a vraiment, il a pris très cher. Il a pris des F5, notamment sur le coin de la chaise. Il a fini dans l'ambulance. Lesnar l'a récupéré, il a fait tomber il a retiré la civière. Et il lui a porté un F5 sur la civière. C'était stiff, c'était très crédible. Rollins qui crachait du sang, c'était vraiment bien foutu. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce passage à tabac, qui était vraiment très réaliste. Je l'ai trouvé très réaliste. Après, ce qu'ils ont fait de Rollins là dans le dernier Raw, j'ai trouvé ça nul à chier. Lesnar avec Heyman sur le ring, et puis Rollins qui se pointe en boitant, en s'aidant d'une chaise, comme si la chaise était une béquille, et qui vient se confronter à Lesnar au lieu de se reposer chez lui tranquillement, de récupérer tranquillement avant un match important à SummerSlam 6 jours plus tard. Le gars, il se pointe complètement diminué pour évidemment se jeter dans la gueule du loup. Il a aucune chance et il se fait exploser la gueule, encore une fois. Des coups de chaise, F5 et voilà. C'est n'importe quoi. Ça c'était un booking à la con. Pour finir avec une promo de Rollins. Je lâcherai rien. Je serai à SummerSlam et je battrai Brock Lesnar. Je vous le garantis. Je vais battre Brock Lesnar, je vais le battre. C'était nul à chier. Et il se prend tellement de coups, mais qu'à un moment donné, quand tu subis une feud pareille, bah, on nous construit le truc pour qu'il gagne, quoi. Parce que tu subis une feud comme ça, il a jamais pu répliquer, il a jamais pu reprendre l'avantage, le Rollins dans cette feud. Il s'est fait exploser la gueule à chaque fois. Donc on peut se dire, quand tu subis la chute comme ça, bah c'est que tu vas gagner, quoi. Et c'est vrai que, bah, comme je vois pas de changement de titre dans ce show, ça m'étonnerait que SummerSlam, on n'ait pas un changement de titre. Je serais quand même tenté. J'avoue qu'à la base j'avais donné victoire de Lesnar, mais la construction est telle que je suis super tenté par une petite surprise, une victoire de Rollins. Un gars qui est diminué, parce que là, je suis désolé, le gars il arrive en boitant là. Il s'est fait super démolir une semaine avant, une semaine après il revient en train de boiter avec la chaise. Donc là tu peux te dire que 6 jours après il va revenir exactement dans le même état. Il va être gros strap là sur les côtes et il sera en train de boiter. Enfin, me faites pas venir Rollins en pleine forme, hein, surtout pas. Hein. Un peu de logique. Il va revenir diminué et il risque même de se faire attaquer avant le match, de se prendre encore une grosse volée là. Et attention avec la WWE, tout est possible. What if et si Rollins n'était pas l'adversaire de Brock Lesnar finalement. Et si Rollins se faisait donc à nouveau tabasser avant le match, avant que la cloche ne sonne, ce qui fait qu'il n'y a pas de match. Et là, on nous sort un nouvel adversaire, imprévu. Le seul qui est pas prévu, plutôt babyface, qui pourrait affronter Lesnar, bah là je vois que Braun Strowman. Tu ramènes Braun Strowman, qui a été un petit peu réhabilité. Alors on l'a pas vu dans les weekly cette semaine, c'était bizarre d'ailleurs. Il est booké nulle part, mais il a battu Bobby Lashley dans un Last Man Standing match à Extreme Rules, donc on lui a redonné un petit peu de lustre. Voilà, il est toujours aussi over, il plaît au public. Ben voilà, donnez-lui sa chance. Ça pourrait être la grosse surprise. Imaginez si c'est Braun Strowman qui affronte Brock Lesnar et qui prend le titre. Ça serait une sacrée sensation. Et ce serait enfin le couronnement mérité de chez mérité depuis le temps qu'il galère
Braun Strowman, ça serait vraiment un super cadeau de sa part à SummerSlam. Depuis le temps qu'il s'est fait à chaque fois damer le pion, qu'on lui donnait des petites opportunités, et puis il arrivait jamais au bout, il se faisait toujours niquer. On lui a enlevé son opportunité, notamment au Royal Rumble, remplacé par Balor au dernier moment, et hop, bah là, voilà, l'opportunité. Ça serait sympa, ça serait un super moment là si Braun Strowman arrivait à remplacer Rollins et à prendre le titre. Je dirais chapeau, et ce serait vraiment mérité pour tout ce qu'a fait Braun Strowman, toute la construction, tout ce qu'il a pu faire de lui-même, parce que c'est lui qui a réussi à faire tout ça, toute cette overness qu'il a gagné, un vrai big man qu'on apprécie, qu'on aime en plus, un gros big man. Pas forcément, c'est pas simple d'être apprécié quand on est un big man. Lui, on arrive à s'investir en lui, voilà, et ce serait vraiment une belle surprise. Donc, pronostic de base, la surprise Rollins, et une autre grosse surprise, ni l'un ni l'autre, victoire de Braun Strowman qui qui arriverait par surprise comme challenger de rechange. Voilà ce que je pouvais dire. Mais c'est la dernière pour conclure ces pronostics, parce que la vidéo dure assez longtemps. Voilà, je vais abréger vos souffrances. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les pronostics de Takeover et de SummerSlam. J'espère que ça vous plaira et que vous m'écouterez nombreux, même si voilà la vidéo est longue. Vous pouvez la passer en vitesse 1.5, 1.75, voire x2. Sur YouTube, vous pouvez accélérer, c'est ma petite astuce si vous voulez que la vidéo soit plus courte. Mais j'espère que vous allez écouter en entier parce que c'est quand même intéressant. J'essaie de vous donner mes avis, de vous expliquer les choses, et vous savez peut-être pas tout. Donc voilà, c'est aussi l'avantage de ma chaîne, de vous abonner. Si vous vous abonnez, si vous likez, et si vous faites contribuer, si vous contribuez à la notoriété de ma chaîne, bah c'est ça. C'est ça, Sully Perfecten. Donc c'est des analyses poussées, des explications, pourquoi cette chose-là pourrait arriver, pourquoi ça serait autre chose, à partir des news, à partir des rumeurs, on essaie de comprendre les choses. En tout cas, ce show, c'est pas la carte, c'est pas une carte qui me hype des masses, mais il y a 2-3 choses qui m'interpellent. Et quand on est à un show aussi important dans l'année, on se doit de faire quelque chose de marquant. Bien sûr, il y a Paul Heyman qui est arrivé en ligne de compte. Il va y avoir Eric Bischoff. Il va y avoir la Fox pour SmackDown en octobre. Et donc il faut marquer le coup là. Il faut marquer le coup. Il y a All Out à la fin du mois. Marquez le coup, putain de merde. Marquez le coup, faites-nous un super show. Ça s'est amélioré. Extreme Rules, pour moi, c'était le show de l'année. Donc on va dans le bon sens. Donc marquez-nous le coup avec un gros SummerSlam et avec des surprises. Je sens qu'ils peuvent nous faire des surprises. L'histoire de Roman Reigns, voilà, ça c'est un gros truc. Ce qui tourne autour de Rollins même, de Lesnar, il peut y avoir aussi un twist. Des retours surprises. Sasha Banks, voilà des choses qui peuvent arriver, qui pourraient arriver. Des segments pas prévus, des imprévus, parce que voilà, vu la carte, il va y avoir des nouvelles choses. Il va y avoir de l'imprévu. J'attends avec impatience ce show. Et bien sûr, on fera la review probablement lundi, mardi ou plus tard. On va tout décortiquer. Je vous ferai une vidéo plus courte, je vous promets. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Mais merci de m'écouter, de liker, et donc partagez et abonnez-vous. La cloche. Appuyez bien sur la cloche aussi, c'est très important. Voilà, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon pay-per-view, bon week-end. Ça va être un super week-end, mémorable, je l'espère. Portez-vous bien, bonne fin de semaine. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.